Bienvenue dans le débat. Qui est Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine, et que promet-il à son pays? Le candidat de la liberté avance a obtenu une victoire éclatante contre son adversaire, 55,6% des voix contre 44,4% pour le péroniste Sergio Massa au scrutin présidentiel, et il prendra donc ses fonctions le 10 décembre prochain. Ce polémiste de plateau de télévision, novice en politique, se montre résolu à, je cite, tronçonner l'État ennemi, dit-il, et à dollariser l'économie argentine. Le nouveau chef de l'État est aussi contre l'avortement et puis c'est aussi un climato-sceptique assumé. Javier Milei a bénéficié du report des voix de la candidate de droite qui était arrivée en troisième position, Patricia Bullrich, une alliance soutenue par l'ancien président Mauricio Macri. Les réactions internationales se sont multipliées. Le Brésil, l'Inde et la Chine ont félicité le nouveau président qui avait affirmé qu'il souhaitait d'ailleurs couper les liens avec Brasilia ou encore avec Pékin. La directrice générale du FMI a également félicité le nouveau président. Alors qui est-il? Est-ce que c'est un anarcho-capitaliste libertarien? Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs que cette expression? Un Trump ou un Bolsonaro argentin? Comment en est-on arrivé là? Quelle sera finalement sa politique domestique, mais aussi sa politique à l'international? Voilà, question que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Maricel Rodriguez Blanco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris et spécialiste de l'Argentine. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons Jean-Jacques Kourlianski. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès et également chercheur associé à l'IRIS. Bienvenue à vous. Carlos Kenan est avec nous. Bonsoir. Économiste, vice-président de l'Institut des Amériques, professeur à la Sorbonne Nouvelle. Bienvenue également dans le débat. Et puis nous avons par Skype de Buenos Aires. Bienvenue à vous, Umberto Cuccetti. Vous êtes chercheur au Conseil national de recherche scientifique et technique de l'Argentine, co-auteur de Au nom du peuple, idées reçues sur le populisme. Et c'est aux éditions Le Cavalier Bleu. Avant de démarrer ce débat, je vous propose de faire un point en images d'abord avec Olivier Fessol. Tronçonneuse en main, le tonitruant futur président argentin harangue les foules. Depuis son entrée en politique en 2021, Javier Milei promet meeting après meeting de tailler en pièces la dépense publique de l'Argentine. L'économiste libertarien de 53 ans veut supprimer la monnaie du pays, adopter le dollar, fermer la banque centrale et mettre fin à toutes les aides sociales. L'inflation a atteint 143% en un an, 40% des habitants sont sous le seuil de pauvreté, une situation économique catastrophique qui nécessite selon lui un traitement de choc. La situation de l'Argentine est critique. Les changements dont notre pays a besoin sont radicaux. Il n'y a pas de place pour la modération, il n'y a pas de place pour la tiédeur, il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Le programme de l'ancien polémiste de plateau télé laisse en effet peu de place à la demi-mesure. Son slogan fétiche « Vive la liberté, bordel » annonce la couleur. Celui qui se définit comme un anarcho-capitaliste veut libéraliser la santé, l'énergie, supprimer un grand nombre de taxes, mais aussi légaliser le commerce des armes et permettre aux Argentins de vendre leurs organes. La liberté comme étendard, sauf celle pour les femmes d'avorter. Celui qui se fait surnommer le lion veut rendre illégal l'avortement, autorisé depuis 2021. Sur le plan international, Javier Milei veut s'éloigner du Brésil et de la Chine, les deux premiers partenaires commerciaux de l'Argentine. Autant de projets clivants que le nouveau président aura du mal à appliquer. Avec 38 députés sur 257, Javier Milei et son parti sont loin de disposer d'une majorité au Parlement. Maricel Rodriguez, qui est-il ce Javier Milei? Il met en avant la liberté, donc un libertarien et conservateur sur les questions sociétales. Tout à fait. Alors, Javier Milei est économiste avant tout. Il est vraiment économiste, c'est quand même une question qu'on se pose. Oui, ce qu'il propose. Vous avez raison de le dire, puisqu'il est économiste selon ce qu'il lui-même il dit, en fait, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il a été connu récemment là, pour des questions des plagiats, en fait, d'un bon nombre de ses publications. Donc voilà, on peut aussi s'interroger sur cela. Mais en tout cas, il est économiste. Il dit lui-même venir en fait, décider donc économique ultralibérale en fait, de l'école autrichienne.
autrichienne, comme on l'appelle, ou de l'école de Chicago, mais lui, il se reconnaît de l'école autrichienne surtout. Et il est surtout suivi, non pas pour ses idées économistes, aussi dans un petit groupe en fait, d'Argentins, mais surtout grâce à sa participation sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, c'est quelqu'un il a fait sa campagne sur les réseaux. Tout à fait, c'est entouré d'influenceurs, surtout pendant la période du confinement. Rappelons-le, c'est une période qui a été très longue en Argentine. Et lui, c'est vrai qu'il a profité de cette période-là pour développer, en fait, en tout cas, ses suiveurs sur les réseaux sociaux. Et il est en connexion avec un certain nombre d'influenceurs qui ont en tout cas une bonne renommée auprès d'une certaine jeunesse en Argentine. Et qui mettent quoi en avant? Cette tronçonneuse? Mettent en avant des idées très provocatrices, en fait. En tout cas, la lutte. On fait table rase du passé. Complètement, contre la casta, contre l'État, contre les institutions. Donc, il est très, très efficace dans ses discours très médiatiques. Et il connaît très bien les plateaux aussi non traditionnels, enfin, les médias non traditionnels, mais aussi les plateaux de télé. Il avait travaillé à America TV pendant un certain temps. Donc voilà, il vient plutôt des médias. Il a été animateur de télé. Comme un certain Donald Trump, hein, et d'autres. D'ailleurs, Jean-Jacques Orlianski, vous pourriez le comparer à Donald Trump ou à Jair Bolsonaro, en tout cas sur la manière peut-être dont il est arrivé au pouvoir? Je ne sais pas s'il faut le comparer à Donald Trump, mais peut-être davantage à ce courant d'extrême droite qui mange la droite dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Par exemple, Bolsonaro au Brésil ou José Antonio Cast au Chili. Et on constate qu'avec la crise sociale prolongée que connaissent plusieurs pays d'Amérique latine, il y a un grand espace qui s'est ouvert pour des candidats qui sont à droite de la droite et qui absorbent la droite. Fernando Henrique Cardoso a disparu au Brésil, absorbé par l'extrême droite brésilienne de Bolsonaro. Cast, pour l'instant, n'a pas mangé la droite totalement, la droite chilienne, mais il est en bonne voie. Il y a eu une élection d'une constituante il y a quelques mois, et c'est son parti, qui est très à droite, qui a pris la majorité. Donc il y a une sorte de cycle là que vous décrivez. Je ne sais pas si c'est un cycle, c'est plutôt, moi je dirais que c'est un vote de sanction. D'une élection à l'autre, dans la mesure où ce que les Argentins, les Chiliens, les Brésiliens, dans leur assiette, ça ne change pas beaucoup, ils sanctionnent le gouvernement en place. L'Argentine en est d'ailleurs un cas assez exemplaire. On est passé de Cristina Kirchner à Macri, de Macri à Alberto Fernandez. Donc d'un péroniste à un libéral, voilà. Ensuite donc, retour d'un péroniste et là un ultralibéral. Le fait nouveau, c'est que il y a 3 ans, on aurait dit, ou il y a 2 ans, même en 2021, c'est la droite traditionnelle qui va prendre le pouvoir en Argentine. Eh bien non, c'est la droite de la droite qui a cette fois-ci en Argentine, comme au Brésil en 2018, qui a absorbé le courant oppositionnel et qui a incarné ce que Milei a appelé le retour à l'âge d'or, le retour à l'Argentine puissance, un vendeur de rêves dans la mesure où... Un vendeur de rêves, hein. C'est Carlos Quenol, oui. vous êtes d'accord? On va voir ces images avant de faire intervenir d'ailleurs notre correspondante aussi qui est sur place. On le voit en train de découper l'ensemble des ministères qu'il veut supprimer. C'est vraiment une image qui était sur les réseaux sociaux pendant un long moment. Et je ne sais pas si on va pouvoir la voir, mais c'est vrai qu'elle est significative. Grosso modo, il veut garder les 3 ministères régaliens et le reste en débarrasser. Donc plus du tout d'allocations, plus de santé. Voilà, on les voit. Alors, ce sont les différents ministères. Ces rectangles bleus, et voilà, il les enlève les uns après les autres. Et c'est là-dessus qu'il a fait sa campagne, alors qu'on parle d'un pays très pauvre, Carlos Quenol. C'est vrai que c'est paradoxal. Enfin, ça le semble, en tout cas. Disons qu'effectivement, ça semble bizarre, mais en même temps, on peut en trouver des explications parce que on vient de 2 périodes ou 3 de gouvernements qui n'ont pas satisfait les espoirs qu'on avait déposés en eux. Et ça ressemble à d'autres cas, effectivement, qu'on a évoqués. En Amérique latine et ailleurs, je dirais que c'est un phénomène du monde occidental et probablement associé justement à un déclin ou à un certain déclin de la croissance. Dans le cas de l'Argentine, c'est un déclin qui a plusieurs décennies déjà en cours. Mais justement, plusieurs décennies, et lui, il arrive maintenant. Donc, et il revend du rêve, ce que vous disiez. Oui, parce qu'effectivement, les 2 coalitions traditionnelles, pour ainsi dire, le centre-droit et le centre-gauche, ont toutes les 2, disons, échoué, pour ainsi dire, aux yeux d'une bonne partie de l'opinion publique. D'autre part, une partie des jeunes, qui étaient à la base une base d'appui importante en matière d'électorat, et sont attirés par ce look, ces discours, une société exaspérée
Et donc, les personnages, lui-même, un peu brutal, exaspéré, collent en quelque sorte avec cet état d'esprit, au moins d'une partie de la société. Et maintenant, il a effectivement gagné grâce à l'appui de la droite traditionnelle. De la droite traditionnelle, hein, c'est ce que... Là, il y a une vraie stratégie politique quand même, hein, qu'on va décrypter un peu plus tard. Mais, Oui, mais en même temps, il y a une faiblesse, disons, parce qu'on a vu que dans leurs élections provinciales, etc., où il n'a pas de gouvernement, etc., et il n'a pas progressé concrètement parce que c'est un peu un produit Milei qu'il vend lui-même, disons. Oui. Umberto Cuccetti, vous qui êtes un spécialiste du populisme, est-ce que c'est un populiste de droite? On a beaucoup parlé du populisme de gauche en Argentine avec le péronisme. Oui, en tout cas, je suis assez populiste-sceptique, si vous voulez. C'était le but du livre de critiquer l'utilisation abusive de l'idée de populisme. Parce qu'en fait, ce que nous proposons, si on voit ce qui se passe en Argentine avec le phénomène Milei et la dynamique électorale qui a eu lieu ces dernières semaines, ces derniers jours, il y a un candidat populiste, censé être populiste, contre un autre candidat populiste. Donc c'est deux populistes qui se faisaient face à face. Oui, il serait deux types de populisme. Bon, je suis assez sceptique par rapport à ce type de définition. Ce qui est certain, c'est qu'il existe une utilisation démagogique des débats politiques, des blessures sociales à l'intérieur d'une société déchirée, et un style concernant la provocation, l'insulte, les agressions, que dans le cas Milei, en tout cas, est clair. Monstration de cette dynamique de confrontation politique. Langage outrancier, hein, quand même, bien utilisé. Mathilde Guillaume, notre correspondante justement à Buenos Aires. Que disent les titres, les unes de presse, vous qui avez suivi cette longue nuit électorale, Mathilde? Écoutez, oui, ici, l'Argentine encaisse le choc de cette nuit qui a été historique vraiment pour les deux camps. Ici, on attendait un résultat serré, puis finalement, Javier Milei est le président le mieux élu depuis 40 ans, depuis le retour à la démocratie. Tout un pan de l'Argentine lui a dit un clair et sonore oui. Alors, comme vous l'avez dit, toute la presse s'en fait écho. J'ai avec moi notamment le Diario Popular, qui est très, très lu, notamment chez les travailleurs pauvres, et qui titre ici « Arrasó, il a tout écrasé ». Alors, je parlais un peu plus tôt dans la journée avec un jeune militant de Javier Milei, qui est étudiant en économie, qui parlait d'ailleurs avec une voix éraillée d'avoir trop crié hier devant le bunker ces slogans qui étaient répétés en boucle « Dehors la caste des politiques corrompus, vive la liberté, bordel ». Il me disait qu'il n'arrivait pas encore bien à considérer que c'était réel, ce résultat. Parce qu'en effet, c'est fou quand seulement à peine plus de 2 ans, Javier Milei soit passé, comme vous l'avez dit, d'analyse de plateau télé à ensuite député et puis maintenant à président, sans aucun appareil derrière lui, dans un pays justement aux partis qui sont tellement structurants, historiquement structurés aussi. Alors justement, au sein du péronisme, la claque a été absolument terrible. Dans le bunker de Massa, hier, les visages étaient hébétés par la violence du choc. D'abord parce qu'ils n'ont pas su voir l'émergence du phénomène de Javier Milei jusqu'à il y a très très peu, en gros jusqu'aux primaires d'août. Parce que jusqu'au dernier moment, ils se convainquaient entre eux de leur victoire comme de la seule issue possible. Alors pour eux, le réveil a été extrêmement dur aujourd'hui, parce qu'ils se pensaient hégémoniques, ils pensaient représenter le sens commun en Argentine, et puis d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un pan du pays qui leur avait tourné le dos, et ça depuis déjà un moment. Merci beaucoup Mathilde Guillaume, donc en direct de Buenos Aires. Maricel Rodriguez Blanco, alors c'est vrai qu'il l'a emporté dans 21 des 24 districts électoraux du pays. Mathilde disait bien que c'était une surprise. Est-ce que c'est la fin du kirchnerisme? C'est vrai que bon, là, il s'agissait donc des successeurs des époux Kirchner qui ont quand même marqué leur temps en Argentine. Ils pensaient gagner, c'est ce que vient de dire Mathilde Guillaume. Donc ça veut dire que c'est terminé pour
Non. clan politique? J'ai pas l'impression que ce soit terminé. Alors l'Argentine, vous savez, c'est un pays qui a été construit depuis des années sur la base d'un bipartidisme, en fait, de grands partis qui sont plus là. Enfin, depuis plusieurs années, on a plutôt une crise de ces deux partis. L'Union civique radicale d'un côté, qui a été réabsorbée d'abord par le kirchnerisme, mais aussi maintenant par les centres droits de l'ancien président Mauricio Macri. Et puis de l'autre côté, un péronisme qui est, comme vous le savez, un mouvement parti, donc qui se recompose pas mal, en fait, qui s'est recomposé au fil des élections et qui maintenant a produit, à partir des années 2000, surtout une branche un peu plus progressiste qui est celle du kirchnerisme. Mais il faut dire qu'ils sont très ancrés, en fait, dans les territoires. Il y a une identité politique, comme disent nos... Normalement, c'est territoire même populaire, un vote populaire qui est allé sur Mireille. Populaire, exactement. Et donc, ces identités sont changeantes, évidemment, ne sont pas immuables. Mais je ne crois pas que ce soit un parti, au contraire. Ils vont continuer à se mobiliser, ils vont continuer, l'on dit déjà, à travailler, en fait, pour... En tout cas, c'est un sacré revers pour eux, quand même. C'est un sacré revers, mais ce qui est nouveau, là, c'est qu'il y a des péronistes qui ont voté pour Milei, en fait. Et c'est ça qui est la nouveauté, peut-être, dans les paysages politiques. C'est cette extrême droite qui n'existait pas il y a quelques années. Et donc, une droitisation de l'échiquier politique. Et puis, des péronistes, des jeunes péronistes, par exemple, qui se sont convertis, et qui sont maintenant soutiennent activement Milei. Jean-Jacques Orlianski, il est, me semble-t-il, sa vice-présidente, Victoria Villarruel, est une nièce de militaires. Il y a les généraux, on va le rappeler quand même, en Argentine, ont dirigé le pays de 76 à 83. Est-ce que l'armée est derrière Milei ? Bon, l'armée est un acteur quand même qui a beaucoup perdu en influence depuis le retour de la démocratie. Ce qui est certain, c'est que la vice-présidente est issue d'une famille de militaires et idéologiquement, elle défend finalement le rôle qu'ont eu les militaires pendant la dictature. Elle a même annoncé que le musée de la mémoire, qui se situe dans un ancien lieu de torture, devait fermer et être transformé en école. Milei a été moins clair à ce sujet. Il a dit oui, il y a eu des excès. Voilà, donc pratiqué par la dictature militaire. C'est une ironie de l'histoire, disons, puisque on est cette année dans l'anniversaire, le 40e anniversaire du rétablissement de la démocratie. Et bon, en 1983, aux élections du 30 octobre, donc c'est un démocrate, Raúl Alfonsín, qui avait été élu. Comme on vient de le dire, son parti s'est liquéfié, a disparu pratiquement. Enfin, bien que au niveau local, il ait des bases relativement importantes. Et donc, c'est une sorte de réhabilitation de l'armée ou c'est un discours qu'on a peu entendu? C'est une réhabilitation des idées qui étaient défendues à l'époque par les militaires. Parce que l'armée comme pouvoir actuellement en Argentine, à la différence du Brésil, par exemple, elle a beaucoup perdu. Son budget lui permet de fonctionner, mais elle n'a pas d'équipement moderne. Enfin bon, c'est plutôt une idéologie qu'elle représente, que représentaient les militaires, qu'incarne aujourd'hui la vice-présidente. Ou le président lui-même, quand il a autorisé, pour parler de problèmes de militaires ou de sécurité, qu'il a l'intention de favoriser le port d'armes, de diffuser le port d'armes pour le droit d'avoir une arme pour tous les Argentins. Carlos Canal, vous êtes l'économiste de ce plateau, manifestement, il veut tout privatiser, donc même la santé, bien sûr, mais également, pourquoi pas vendre ses organes, pourquoi pas vendre ses enfants, c'est ce qu'il dit. Il va très très loin, je dirais, dans la privatisation. Comment en est-on arrivé là? Surtout, on a quand même l'impression que l'Argentine connaît les thérapies de choc, elle connaît l'ultralibéralisme, elle en a vu aussi les résultats qui n'étaient quand même pas toujours très probants. Et là, il pousse cette idée tellement loin, comme si c'était une idée nouvelle, alors qu'elle ne l'est pas. Oui, c'est quelque part en effet étonnant parce que, comme vous le dites, il y a eu, notamment dans les années 90, des gouvernements... C'est dramatique la crise à l'époque. Oui, qui s'est terminée par une crise très importante au début des années 2000. Mais parfois, disons, les sociétés ont la mémoire courte. Et il y a aussi le fait qu'ils exploitent bien l'idée que une espèce de théorie selon laquelle finalement l'âge d'or de l'Argentine était avant, non seulement, comme disait la droite plus modérée, avant les années 30,
Mais avant 1916, lorsqu'il a commencé à avoir le suffrage universel et la démocratie a fait des progrès importants. Donc il y a un retour en fait aux années 20 dans son discours. Voilà, et une idée fausse qui est que l'Argentine était une grande puissance mondiale. L'Argentine n'était pas une grande puissance, c'était un pays très prospère. La grande puissance mondiale était l'Angleterre, disons à l'époque, et d'autres. Mais avec ces ajustements, ces manipulations, et finalement, et cette idée doctrinaire... Un discours de nostalgie. Nostalgie de la période passée, de grandes prospérités, c'est vrai, mais ceci en mélange avec une approche doctrinaire qui donne l'impression de quelqu'un qui connaît, qui sait, avec cette approche dite de l'école autrichienne, alors que, je reviens sur un point précédent, ce n'est pas un économiste reconnu comme tel par nous, la communauté. Voilà, c'est la première question que je posais tout de même. C'est quelqu'un dont on ne connaît pas, disons, des articles dans des revues scientifiques. Enfin, il a bien un diplôme. Si, il a un diplôme, mais surtout, c'est un polémiste de télévision qui a joué un rôle en tant qu'économiste chef des groupes économiques. Ça, c'est vrai, mais ça ne fait pas de lui un macroéconomiste, par exemple. Et donc, dans ces cadres-là, il y a une approche très, très libérale, en poussant d'ailleurs plus libérale que la période libérale qu'il évoque par le passé. Et prenant le fait que l'Argentine, effectivement, connaît un déclin. Ça, c'est évident. L'Argentine avait un taux de pauvreté de 4% en 1974. Maintenant, c'est 40%, 10 fois plus. Et avec un mélange, d'ailleurs, très intéressant par rapport au cas brésilien, parce qu'il y a la vice-présidente dont on a évoqué ces caractères un peu de nostalgiques, même des revendications de la période militaire. Or, il y a donc une espèce de bolsonarisme inversé, c'est-à-dire le bolsonarisme, c'était Bolsonaro avec ses idées rétrogrades sur la société, sur les questions sociales, sur les minorités, etc., sur la démocratie presque. Et Guedes, le ministre de l'économie, qui était le libéral en question. Là, le libéral, c'est Milei, et la vice-présidente élue serait un peu cette dimension. Mais il y a un parallèle, en fait, qu'on peut faire entre la situation brésilienne et la situation argentine. Et là, ça peut être important pour ce qui va venir, l'avenir immédiat. Et les ancrages institutionnels de Milei et des deux présidents et vice-présidents ne sont pas du tout les mêmes que dans le cas du Brésil. Guedes avait un lien très fort avec l'establishment économique brésilien. D'ailleurs, ils ont eu l'appui de l'agribusiness, très important. Et Bolsonaro était enraciné dans les forces armées qui étaient, d'ailleurs, qui n'avaient pas subi le processus de recul matériel et aussi du point de vue de la valorisation de la société que l'on a vu dans le cas argentin. Dans le cas de Milei de Villarruel, il n'y a pas du tout ça. Ce n'est pas d'ailleurs un candidat préféré de l'establishment économique au départ. C'était plutôt Patricia Bullrich, la droite plus modérée. La droite est arrivée troisième. Donc. Voilà. Et puis, comme ça a été évoqué, les forces armées n'ont pas grand-chose à voir maintenant avec la situation des forces armées brésiliennes. Umberto Cuccetti, vous pourriez rebondir. Est-ce que vous feriez un parallèle également entre la situation argentine et la situation brésilienne ? Oui, je pense que comme il a été dit tout à l'heure, je soulignerai notamment les divergences, les différences. Les différences d'ordre institutionnel, le fait d'avoir un pouvoir militaire au Brésil qui reste fort, ce qui n'est pas le cas argentin, qui depuis 1983 et la démocratie, il y a eu une démilitarisation de tous les rouages étatiques et sociaux de l'Argentine. Et la marginalité, en quelque sorte, des figures les plus importantes de la Libertad Avanza, c'est-à-dire du parti libertarien de Javier Milei, concernant les forces armées, concernant les pouvoirs économiques. Car, finalement, ce qu'on appelle ici en Argentine, ou on a commencé à appeler depuis quelques années les cercles rouges, c'est-à-dire les pouvoirs permanents économiques, médiatiques, restent très inquiets par rapport à la présence de Javier Milei, au coût économique, social, politique, institutionnel que tout cela suppose, parce que finalement, c'est le moment de voir ce que ces doctrinaires et pseudo-théoriciens devenus politiques va faire en réalité. Oui. Et toutes ces grandes mesures, d'un point de vue institutionnel, mais même constitutionnel, posent problème. Justement, on va y revenir. On va d'abord faire un point sur les réactions internationales. Bien sûr, elles se sont multipliées. La Chine a félicité Javier Milei et a dit vouloir continuer à développer des relations entre les deux pays. On fait un point en images sur ces réactions internationales avec David Gilbert.
La victoire de Javier Milei, onde de choc en Argentine, rebat également les cartes sur l'ensemble du continent sud-américain. Un continent dont la majorité des pays était repassée à gauche ces dernières années et qui va désormais devoir composer avec un ultralibéral d'extrême droite. Chez le voisin brésilien, l'ancien chef de l'État Jair Bolsonaro, qui a incarné le même courant jusqu'à sa défaite en janvier dernier, a naturellement salué la victoire de Milei et estimé que l'espoir brille à nouveau dans la région. L'actuel président brésilien Lula, qualifié de communiste corrompu par Milei, a lui décidé de jouer l'apaisement. L'Argentine est un grand pays qui mérite tout notre respect. Le Brésil sera toujours disponible pour travailler avec nos frères argentins. Même tonalité du côté des présidents de gauche au Chili et en Colombie, même si Gustavo Petro, ancien guérillero marxiste, parle d'un jour triste pour l'Amérique latine. Plus au nord, Washington veut aussi laisser sa chance aux nouveaux venus. Les États-Unis se réjouissent de travailler avec lui, assure le secrétaire d'État Antony Blinken. Des félicitations également de la part du Premier ministre indien, partenaire économique important de l'Argentine, et de l'Union européenne, par la voix du président du Conseil Charles Michel, ainsi que du chef de la diplomatie de l'UE. Joseph Borrell évoque notamment la prochaine finalisation de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Le marché commun regroupant le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, dont Javier Milei préconisait l'élimination pendant sa campagne. Mais au lendemain de sa victoire, tous veulent croire à un adoucissement de ses positions. C'est le cas par exemple de la Chine et de son régime communiste, avec qui Javier Milei disait vouloir rompre les relations. Nous félicitons M. Milei pour son élection à la présidence de l'Argentine. Depuis que la Chine et l'Argentine ont établi des relations diplomatiques il y a plus d'un demi-siècle, les deux pays ont toujours montré un respect mutuel. Message de félicitations également de la part du Kremlin, malgré les déclarations pro-ukrainiennes de Javier Milei, le nouveau président argentin qui a également pris parti dans un autre conflit en cours. Milei a souvent mis en avant ses positions pro-israéliennes. Il se rendra d'ailleurs en Israël dans les prochains jours, après un premier déplacement à Miami et à New York. Marisol Rodriguez, c'est intéressant parce qu'on a l'impression effectivement que tous ces pays qui finalement étaient fustigés pendant cette campagne par Milei disent tous, bon, que ce soit le Brésil, la Chine, bon, tout ira bien, ça va être business as usual, mais c'est pas du tout évident ça. Non. Parce qu'il a dit qu'il allait rompre avec le Brésil, avec la Chine, qui sont les deux principaux d'ailleurs partenaires aujourd'hui économiques de l'Argentine. Oui, tout à fait. Il a dit qu'il allait rompre la relation avec la Chine, qui est un partenaire très important de l'Argentine, en disant que la Chine était communiste. Voilà, donc la moindre chose qu'on puisse dire, c'est qu'en tant qu'économiste, ça paraît un peu étrange comme pensée. On va voir qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Mais est-ce qu'il pourrait totalement retourner sa veste, si je puis m'exprimer ainsi ? Ce qui est certain, c'est qu'il a déjà, en quelque sorte, revenu sur certaines de ces mesures. Enfin, il adoucit pendant ces derniers jours, en fait, avant le ballottage. Il adoucit en quelque sorte un certain nombre des annonces qu'il avait faites. Mais bon, on verra. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est que c'est quand même un candidat d'extrême droite qui est décidé à mener ses politiques très rapidement, en fait. Et donc, je ne crois pas qu'il revienne en arrière par rapport, en tout cas, à tout ce qu'on a parlé, c'est-à-dire les politiques domestiques, en fait, toutes les politiques internes. Concernant l'international, il a dit aussi qu'il allait, par exemple, en finir avec le Mercosur. Et puis, il a été quand même soutenu par, comment il a été dit, par d'autres extrêmes droites du monde, par Vox, mais aussi par Bolsonaro. Je ne sais pas s'il est d'accord avec l'idée qu'il se distinguerait des Bolsonaro, en fait. En tout cas, en matière économique, il propose les mêmes mesures d'austérité, etc. C'est peut-être concernant l'acteur militaire qu'on peut en effet tracer différence, mais sur sa politique économique, vous voyez en tout cas les cercles, en tout cas des Milei, c'est un cercle très lié à la dictature. Le fait d'avoir simplement dit que c'était juste une guerre et publiquement affirmer le négationnisme, ça c'est quand même un fait. Donc de ces points de vue-là, je crois pas. Enfin, en tout cas, c'est inquiétant pour le droit humain en Argentine. Jean-Jacques Kouriansky, alors Lula a dit à l'instant en fait qu'il ne se rendra pas à l'investiture de Milei. Donc là, tout d'un coup, on voit que malgré le fait qu'il l'ait félicité, bon, il prend quand même un peu ses distances, Lula. Il va y avoir une sorte de confrontation avec le Brésil ? Oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire, au cours du face-à-face, du dernier face-à-face avec son adversaire péroniste, Massa, il a dit, bon, au niveau politique, je ne veux avoir aucune relation avec le Brésil totalitaire, la Chine communiste, Cuba, etc. Mais je suis un ultralibéral, donc si les entreprises veulent commercer, il n'y a pas de problème. Donc, bon, on peut l'accuser de jésuitisme, mais c'est cohérent
cohérent avec sa vision ultralibérale de l'État et de l'économie. Donc, il peut à la fois ignorer personnellement, lui et son gouvernement, les autorités chinoises et brésiliennes, mais encourager ou laisser faire les acteurs de la vie économique. Il y a un autre élément dans la vie internationale qui est assez important pour Milei, c'est qu'il fait partie, depuis 2019, d'une organisation d'extrême droite organisée par le parti Vox en Espagne, qu'on appelle la Lettre de Madrid. Et donc il y a quand même un lien direct, ce que vous disiez, entre Vox espagnol et a été Milei. l'un des premiers à féliciter Milei pour sa victoire contre le socialisme. Dans le même groupe, on trouve la première ministre italienne, Giorgia Meloni, Cast du Chili, dont on parlait tout à l'heure, Eduardo Bolsonaro. Donc il y a tout un réseau d'interlocuteurs qu'il connaît, qu'il a rencontré à plusieurs reprises et qui constitue son carnet préférentiel de relations avec l'extérieur. En ce qui concerne les présidents de gauche, Andrés Manuel López Obrador au Mexique a considéré que c'était un fasciste. Donc il pourrait y avoir quand même des affrontements, ou en tout cas des tensions avec le Mexique, par exemple, avec le Brésil. Avec les pays, avec les présidents de gauche qui ont peu de relations économiques et diplomatiques avec l'Argentine. Donc les pays de l'Alliance du Pacifique, à l'exception du Chili, qui est un pays voisin de l'Argentine, mais qui est une structure libérale curieusement constitué contre l'UNASUR il y a une dizaine d'années, mais qui actuellement est présidé et composé de pays dont les présidents sont de gauche. Ouais. Mais ces présidents-là ne suivaient pas les propositions brésiliennes de constitution d'une union, d'un marché commun. Enfin, le Brésil Lula avait réuni le 30 mai à Brasilia tous les chefs d'État et de gouvernement d'Amérique du Sud pour voir ce qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et pour l'instant, oui. c'est fini. C'est fini. Donc la proposition brésilienne d'intégrer l'Argentine au BRIC, c'est fini. Effectivement... Le multilatéralisme prend un coup dans l'aile, l'optimisme de l'Union européenne sur la conclusion des négociations qui durent déjà depuis des années entre le Mercosur et l'Union européenne me paraît d'autant plus compromise qu'indépendamment de l'Argentine, l'Uruguay souhaite des relations particulières avec la Chine. Carlos Canano, oui, donc ça paraît tout de même, on est plus dans une confrontation que dans des alliances, là, si je comprends bien. Un mot, parce qu'il y a aussi le FMI, manifestement, là, il devrait y avoir une partie de bras de fer, puisque ce que disait finalement Javier Milei pendant sa campagne, c'est qu'il voulait tout simplement supprimer la Banque centrale. Donc, est-ce qu'il va le faire? Dollariser l'économie, donc ça veut dire on abandonne le peso, on n'utilise que des dollars. La dette du pays est importante, hein. On est pratiquement 120 milliards de dollars, un petit peu moins, 110 milliards de dollars. On va voir les chiffres, donc il faut la rembourser. Il y a un accord avec le FMI d'ailleurs qui a été conclu en juillet dernier, dans lequel d'ailleurs est impliquée aussi la Chine. Bref, en fait, qui permet de donner un peu d'air, disons, à l'Argentine. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors c'est vrai que la directrice générale du FMI, j'imagine intelligemment, a félicité le nouveau président, mais enfin lui, toute sa campagne était contre le FMI, contre la Banque centrale, même contre sa monnaie. C'est-à-dire qu'il n'a même pas un discours souverainiste sur la monnaie, puisqu'il dit on va juste prendre le dollar. Oui, et là, c'est comme dans ce sujet, comme dans d'autres, disons, toute la question de savoir jusqu'où, disons, le candidat Milei va aller lorsque maintenant sera le président Milei, et dans ses discours, dans ses propositions. Et il est clair que par rapport au sujet précédent, le Brésil et d'autres partenaires internationaux, il va y avoir les félicitations que l'on vient de voir, mais un refroidissement des relations, un peu à l'instar de ce qui s'est passé entre l'Argentine et le Brésil pendant la période où on coexistait le président Alberto Fernandez, actuel président, et Bolsonaro. Et il y a eu des relations, des ambassadeurs, des visites d'ailleurs de Massa, les candidats au Brésil, mais
dans un contexte assez froid. Je pense qu'il va y avoir peut-être une similitude. Donc refroidissement, oui. Oui. Alors, et sur la Banque centrale par rapport au Fonds monétaire international, c'est une autre affaire, parce que là, en effet, disons, Milei a dit qu'il pensait qu'il ne devrait pas y avoir de problème avec le Fonds monétaire international, parce qu'il pensait faire un ajustement encore plus draconien, disons, au niveau des finances publiques, et réduire le déficit. En coupant les défenses. Voilà, et faire, disons, faire une économie de 15 points du PIB en matière de déficit budgétaire. Donc, normalement, il devrait être, si je peux dire ainsi, plus papiste que le pape, plus royaliste que le roi. Et, après, est-ce qu'il peut y parvenir, hein, mais la question, c'est s'il va pouvoir y parvenir, parce qu'il a le problème de la gouvernabilité et des tensions internes. Et bien évidemment, la question du régime monétaire, que vous avez évoqué, la dollarisation et la Banque centrale, par rapport à laquelle la plupart de la communauté des économistes en général est très réticente. Le Fonds monétaire non plus n'est pas très chaud par rapport à ça, parce que, d'une part, c'est quelque chose que l'on ne peut pas mettre en place de manière immédiate. L'Argentine n'a pas les dollars, les réserves sont au plus bas. Alors il dit qu'il compte sur les dollars que chacun détient chez soi, c'est ça en fait. Oui, mais... Que les épargnants ont des dollars, enfin bon. Mais ça impliquerait un choc de confiance dont on ne sait pas très bien s'il va arriver et si ça va se produire, parce qu'encore une fois, il y a un problème qui plane autour de tout ça et qui relève plus de la dimension interne qu'internationale. Ça paraît peu réaliste, en fait, Carlos Kenan. Pardon ? Ça paraît peu réaliste. Non, ce n'est pas très réaliste, parce qu'on ne peut pas aller mettre en place cette dollarisation, mais en même temps, il y a des problèmes aussi constitutionnels, des juridiques concernant la Banque centrale, et d'autre part, il est en quelque sorte, disons, obligé aussi de montrer quelques résultats, même s'il dit qu'il y a des choses qui vont se faire dans différentes étapes, etc. Donc, il a tellement vendu l'idée de solutions miraculeuses qu'il faut qu'il fasse quelques miracles. Oui, mais justement, il va commencer par quoi ? On sait très bien que les miracles n'existent pas. Oui. Umberto Cocchetti, les miracles n'existent pas, mais vous, par exemple, sur place, là, à Buenos Aires, on est quand même inquiet de ce type de discours de politique économique. Justement, on fait table rase de tout, on baisse drastiquement les dépenses. D'ailleurs, est-ce qu'il va réussir à faire cela ? Parce que c'est toujours facile de le dire, mais ensuite le faire, c'est pas de casser avec le FMI, de dollariser l'économie. Enfin, ça paraît totalement irréaliste. Oui, évidemment, il y a une inquiétude parce qu'on est vraiment en terre inconnue, hein, si j'ose dire. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, ce qui est faisable à l'intérieur des solutions qu'il a proposées. Parce qu'en fait, il y a ces idées autour des dépenses publiques qu'il faut couper à la tronçonneuse, la méthode de la tronçonneuse, hein. Mais aussi, il y a un problème beaucoup plus grave, que c'est toute la dette financière autour de l'ELIC, c'est-à-dire de toutes les lettres financières qui ont été émises, en quelque sorte, déjà par l'administration Macri, et ensuite continuées par cette administration, en quelque sorte, pour compenser l'augmentation du dollar. Donc, ces solutions, je trouve, qui ne sont pas faisables d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue juridique constitutionnel, qui pourraient créer un appauvrissement encore plus rapide de la population. Mais, oui. On verra bien, parce que si maintenant, il y a tous les pourparlers avec les membres du parti de Mauricio Macri, donc on a l'impression que la tronçonneuse pourrait s'adoucir, mais à suivre. Mathilde, vous qui avez effectivement passé tout ce temps-là avec ceux qui ont voté pour lui, est-ce que la tronçonneuse va s'adoucir parce qu'effectivement, il n'a pas de soutien pour l'instant, en tout cas, hein, puisque c'est 15% des sénateurs et des députés. Il a vraiment besoin de la droite classique, donc c'est à la fois peut-être une stratégie pour arriver au pouvoir, mais ensuite, une fois qu'on met en place la politique, il va devoir renoncer, en fait, probablement à ce type de politique économique qui paraissent effectivement irréalistes. Déjà, ces dernières semaines, fait une marche arrière sur plusieurs de ses propositions les plus polémiques, les plus radicales. Vous parlez de la tronçonneuse. Dans cette dernière meeting, il ne l'utilisait plus. Dans un premier temps, il a fait appel justement à un public, à des lecteurs très radicaux. Et ensuite, pour accéder au deuxième tour, il fallait qu'il massifie un petit peu ses électeurs. Il a donc modéré son discours pour les propositions économiques. Et puis également, il est revenu sur ses propositions de libéraliser les ventes d'armes. Il a dit qu'il n'avait jamais proposé que les Argentins puissent vendre leurs organes et encore moins leurs bébés.
Donc maintenant qu'il a vraiment besoin de cette droite plus traditionnelle, oui, vraisemblablement, il va devoir se modérer. Il va devoir un petit peu rétropédaler. En revanche, sur le droit des femmes, sur les femmes, Marisol Rodriguez-Blanco, donc manifestement, c'est un libertaire, mais qui est contre l'avortement. Donc, avortement légalisé dans le pays en 2020, donc c'est récent, très récent. Est-ce qu'effectivement, là, il pourrait avoir un accord avec la droite classique pour revenir sur le droit à l'avortement ? En tout cas, c'est ce qu'il a menacé de faire. Hein. En tout cas, il a dit publiquement cela. Mais c'est pas seulement ces droits à l'avortement. C'est aussi tout un tas de mesures de politique en fait d'égalité pour les femmes, mais aussi contre les violences faites contre les femmes, qui avaient été mises en place dans les cadres du gouvernement de Cristina Kirchner, puis après plus récemment dans les cadres du gouvernement d'Alberto Fernandez. Donc il promet en fait de revenir en arrière, de détricoter d'une certaine manière tout un tas de mesures qui avaient été acquises en fait et que pour une partie de la population argentine en tout cas considère qu'elles sont conquises. Rappelons par exemple aussi la loi de l'éducation sexuelle intégrale en fait, et il promet de revenir en arrière sur cette loi-là. En matière des droits à l'avortement, par exemple, la société est divisée, donc le camp du centre-droite est divisé. Il y a une partie du mouvement, en tout cas pro-vie, qui suit beaucoup, parmi en tout cas les bases de Milei, beaucoup de personnes qui appartiennent à ces mouvements pro-vie, mais aussi, disons, dans les cadres du centre-droit, il y a une bonne partie de ces mouvements pro-vie qui sont contre en fait ces libéralisations de l'avortement. Donc vraiment, il pourrait revenir dessus. Il pourrait revenir dessus, en tout cas, c'est ce qu'il a, c'est écrit aussi dans son programme. Hein, le fait de revenir en arrière vis-à-vis de cette loi d'éducation sexuelle intégrale, par exemple, c'est écrit dans le programme. Et ça serait un pas en arrière vis-à-vis de la lutte, notamment contre les violences faites aux femmes, contre les abus, et ce qui est un dossier, en tout cas, qui est toujours d'actualité en Argentine. En tout cas, il a été soutenu par un tweet d'Elon Musk, en parlant de libertarien, qui lui a dit que la prospérité à venir, c'est la prospérité à venir en Argentine. Voilà ce qu'il a tweeté, Elon Musk, Jean-Jacques Kourlianski. Donc c'est une sorte, pour en revenir quand même au personnage, quand on voit le soutien d'Elon Musk, c'est un libertarien, mais effectivement conservateur sur les questions sociétales. Il pourrait vraiment revenir sur... On lui a posé une question, un journaliste, sur son sentiment à l'égard de l'homosexualité. Et il a fait une réponse, dans son style, mais qui est... Finalement, il admet l'homosexualité. Il a dit, après tout, si vous voulez aller avec un éléphant, moi, je n'y vois aucun inconvénient s'il est consentant. Une drôle de façon de présenter quand même. Consentant. Non, mais c'est sa façon de parler. Mais par exemple, sur l'avortement, le droit à l'avortement... Oui, mais si vous voulez, il y a des contradictions. Il y a des choses sur lesquelles, notamment l'homosexualité, où il n'est pas contre. Et il n'a pas de femme non plus. Il est pour disons des relations assez libres. Enfin, je veux dire, hors mariage, vous voulez dire. Assez complexe. Dans l'extrême droite, il représente une variante assez particulière. Et son soutien à droite, justement, plus modéré, pourrait soutenir un projet contre revenir sur ce droit à l'avortement qui a été finalement acquis il y a peu de temps. Je pense que c'est pas facile. Il y a une espèce de paradoxe. Il gagne l'élection présidentielle avec disons une différence, un écart étonnant par rapport même au sondage qui lui donnait gagnant quelques jours avant. Mais en même temps, il n'y a pas une puissance, disons, présidentielle absolue, puisque le Congrès, le Parlement est très fragmenté, c'est divisé. Il n'a que 38 députés. Si on y ajoute l'aile dure de l'opposition traditionnelle, le PRO, le parti de Macri, de stricto sensu, c'est 40 députés, ça fait même pas 80. Le péronisme a 109 députés, déjà. Et puis, donc ça veut dire quoi ? En fait, on peut arriver à une paralysie totale. Exactement, il y a un risque de blocage. Mais juste un instant, la question, c'est qu'il y a 65 députés qui seraient l'opposition modérée à l'intérieur du bloc de Macri, c'est-à-dire l'ancien, le leadership, c'est l'ancien gouverneur le gouverneur de la ville de Buenos Aires, ou le maire, plus les radicaux dont on parlait, qui sont dispersés, etc., plus d'autres petites forces, ça fait 65 députés. Par ailleurs, au Sénat, les péronistes ont pratiquement la majorité, à 2 voix près. Donc, c'est très difficile. Il peut y avoir un blocage. Et en même temps, donc il va falloir négocier. Mais l'expérience montre que Bolsonaro ou Trump ne négociaient pas trop. Disons, qu'ils voulaient aller... passer en force un peu. Passer en force. Alors justement, on peut passer en force en Argentine. Il y avait des formules d'ailleurs assez claires là-dessus, en disant que finalement, s'il fallait passer en force, pourquoi pas ?
Et ça veut dire, d'ailleurs qu'il essaye ou qu'il lance et souffle le chaud et le froid, parce qu'en même temps qu'il dit qu'il est ouvert à tous qui voudraient le rejoindre, ce qui fait qu'il relativise la notion de caste. La caste, c'est ceux qui ne sont pas avec lui maintenant. Oui. Eh bien, en même temps, il dit que la thérapie va être de choc, notamment pour ce qui est de l'économie. Donc, c'est ambigu. Umberto Cuccetti, pour finir avec vous, il pourrait y avoir un blocage, en fait, tout simplement, des institutions, de la gouvernance. Umberto Cuccetti, je crois que vous ne m'entendez plus. Donc, vous aurez eu le mot de la fin. Ah, vous m'entendez? Oui. Il risque d'y avoir une paralysie, en un mot. Vous disiez. Il pourrait y avoir une paralysie des institutions, en un mot, parce qu'il n'y a pas de majorité. Oui, c'est une possibilité parce que le recours ici au 49.3, pour le dire en termes français, il y a des limites et ça peut créer la réaction de la Cour suprême de justice. Donc il faudra voir si les institutions résistent. Je pense que l'idée de venir en arrière par rapport à quelques réformes sociétales, je ne vois pas la possibilité comme concrète, sauf si on franchit les pas et si l'Argentine sort du cadre démocratique, ce que j'espère n'aura pas lieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Umberto Cuccetti, en direct donc, de Buenos Aires. Merci Mathilde Guillaume, qui est notre correspondante, qui était également participée à ce débat. Carlos Kenan, merci beaucoup. Jean-Jacques Kurlianski et puis Maricel Rodriguez-Blanco, merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain. Tu vois, avec tous les pornos